Madame, Monsieur, bonsoir. CPU et Oasis au menu de votre émission ce soir. CPU, ou contribution professionnelle unique, peine à faire l'unanimité chez les commerçants. Pourtant, l'opération d'immatriculation auprès de la CNSS la concernant est lancée depuis le 19 avril. Encore faut-il adhérer à ce nouveau régime et voire même le comprendre. Et c'est ce que reprochent les réfractaires à cette CPU. Qui sont-ils? Représentent-ils uniquement une catégorie de commerçants? Retour également dans cette émission sur le calcul du coefficient base de cette CPU et ce en compagnie de Mehdi Fakher, fiscaliste et commissaire aux comptes. En seconde partie, il sera question d'un trésor ancestral de notre paysage marocain, notamment dans le sud du royaume, les oasis. Entre changement climatique, mauvaise gestion de l'eau et de lourdes menaces pèsent sur les oasis au Maroc. Beaucoup d'associations s'indignent et tirent la sonnette d'alarme sur les conséquences graves que pourrait avoir la détérioration des oasis. Nous ferons le point en compagnie de l'urbaniste et acteur associatif Rachid Boufous. Bienvenue à toutes et à tous. La Fédération des associations commerciales, professionnelles et artisanales a mené une grève vendredi 16 avril en protestation contre le nouveau régime fiscal de la contribution professionnelle unique. Plusieurs associations des commerçants de plusieurs villes ont soutenu cet appel à la grève. Et justement, nous allons parler de cette CPI aujourd'hui avec Mehdi Fakher, fiscaliste et commissaire aux comptes, qui est avec nous depuis Casablanca. Bonsoir Mehdi Fakher. Et merci d'être avec nous une nouvelle fois sur le plateau de Questions Éco. Bonsoir et merci pour l'invitation. Si on devait peut-être revenir sur les réfractaires quant à ce nouveau régime de la contribution professionnelle unique, qui sont-ils? Qui est finalement contre ce régime-là? Juste pour rappel, il y a eu une dizaine d'associations, 64 associations le 23 mars dernier, qui ont adressé un courrier au gouvernement, à la DGI, au président des deux chambres, pour justement exprimer leur rejet. Et depuis, eh bien, malgré les réunions qui se sont tenues en concertation avec le ministère du Commerce, la DGI et les représentants des syndicats les plus représentatifs des commerçants, eh bien, certains préfèrent poursuivre ce militantisme de refus de cette CPU. Qui sont-ils, Mehdi Fakher? C'est une population qui était jusque-là exonérée de tout formalisme d'un point de vue comptable, parce que c'est une population qui n'établit pas et ne tient pas une comptabilité, et qui bénéficiait d'une forfaitisation dans le cadre du calcul de son impôt. Alors, aujourd'hui, certaines personnes, enfin certaines, bien sûr, commerçants et bien sûr prestataires de services qui bénéficient déjà de ce régime, n'ont pas peut-être bien assimilé, n'ont pas bien compris que ce régime, tout d'abord, c'est un régime qui remplace bon nombre d'impôts, donc notamment les impôts grevant les impôts bien sûr locaux et les impôts grevant l'activité, parce que c'est un impôt libératoire de l'IR. Mais nouveauté, c'est qu'il s'agit également d'une contribution sociale qui leur permet de bénéficier de la couverture sociale à l'instar des, bien sûr, je dirais professionnels adhérents à la CNSS. Donc, je suppose que les personnes qui n'en veulent pas sont des personnes qui soit n'ont pas bien assimilé cette particularité, cette nouveauté, soit que c'est des personnes qui sont bien sûr, qui ont une résistance particulière au changement et qui préféreraient bien sûr continuer à éventuellement, je dirais, contribuer de la même façon. Et donc, en fait, finalement, ce n'est qu'une question de communication. Ne s'agit-il pas d'autres raisons derrière ce refus ou cette contestation par rapport à ce régime CPU? Il me semble également que c'est une question liée aux aspects quantitatifs. Il est clair, bien sûr, que la CPU aurait pu, je dirais, revenir un tout petit peu plus cher. Donc, c'est une pression supplémentaire, ne serait-ce que par rapport au fait qu'elle remplace plusieurs impôts à la fois. Donc, il remplace les impôts locaux, notamment la taxe professionnelle et l'impôt professionnel, c'est-à-dire l'impôt libérateur de l'IR, mais également une contribution supplémentaire. Peut-être que les montants qui seraient issus des calculs et des simulations auraient éventuellement dissuadé certains qui ont considéré que nous sommes sur un même régime, sur la même configuration fiscale et sociale éventuellement,
et qu'on est en train de payer plus. Je pense que c'est parmi les obstacles qui sont poussés par certaines catégories, mais je vous l'accorde, il y a un sujet de communication. Personne n'a le droit de s'opposer à la loi, personne n'a le droit de faire de l'insurrection fiscale. C'est une loi qui a été votée et personne n'a aujourd'hui le droit de la rejeter. On peut la critiquer, on peut demander à ce qu'elle soit amendée, à ce qu'elle soit plus flexible, mais la rejeter, je pense que c'est un peu trop. Alors justement, parlant de flexibilité, il y a cette question de, en tout cas, cette réclamation, doléance des réfractaires par rapport à la situation, de prendre en compte finalement la situation financière et sociale par rapport en matière de droits complémentaires relatifs à l'AMO. Mais si on devait d'abord revenir avec vous, Mehdi Faker, c'est votre spécialité, sur les bases du calcul de ce coefficient. Parce que ce coefficient représente l'un des objectifs majeurs du changement souhaité par ces associations et ces fédérations représentant les commerçants. Comment d'abord est-il calculé? Est-ce que, en effet, vous y voyez peut-être qu'il pourrait porter atteinte à ces commerçants, enfin porter atteinte, tout est relatif, mais en tout cas qui puissent porter peut-être préjudice par rapport à leur rentrée, par rapport au poids de leur commerce? Écoutez, les coefficients varient de 0,5 à 10. Et la formule est simple, c'est le chiffre d'affaires annuel fois le coefficient fois 10%. Donc, les coefficients ont été imaginés selon compte des particularités et des spécificités de chaque catégorie, je dirais, socio-professionnelle. Dans la mesure où c'est adossé aux articles de patente, et de ce fait-là, les couches ou je dirais, les professions ou les commerçants qui seraient plus vulnérables aux pressions, je dirais, sociales, seraient moins bien sûr, imposés. À la question, c'est une question qu'il va falloir poser à la direction je dirais, de la direction générale des impôts, dans la mesure où ces positions ont été définies dans le cadre de la proposition de la loi. C'est quand même je dirais, juste toute une liste qui est adossée au Code général des impôts. Et de ce que nous avons compris, c'est des conditions selon la nature et selon les articles de patente. De ce fait-là, ils ont été imaginés de façon à alléger la pression fiscale pour les professions et les commerces qui sont plus vulnérables. Toutefois, c'est parmi, bien sûr, des sujets de réforme. On peut toujours imaginer qu'à travers une évaluation de la part de chaque catégorie socio-professionnelle, on peut imaginer une nouvelle batterie de conditions qui serait, je dirais, plus clément, je dirais une batterie plus clémente, je dirais plus équilibrée, mais ceci nécessiterait de la concertation entre les professionnels et les pouvoirs publics. Et de ce fait-là, je ne pense pas que ces coefficients-là devraient poser problème s'il y a accord sur le principe. Oui, mais normalement, il y a accord. Bon, alors vous avez parlé de concertation et vous avez parlé de réforme. Bon, déjà, pour qu'il y ait réforme, il faut que, bon, certes, la loi a été votée, mais elle n'est pas pour autant, elle ne fait pas l'unanimité. Alors, quelles sont les pistes de sortie de crise, Mehdi Faker, en sachant qu'il n'y a pas, bien sûr, il y a eu concertation avec les professionnels, avec les représentants des commerçants, la DGI et le ministère. Or, ce n'est pas le cas pour d'autres qui représentent aussi d'autres commerçants. Donc, comment sortir de cette crise? Écoutez, la CCU trouve son origine dans les recommandations des assises de la fiscalité. Les assises de la fiscalité ont recommandé l'abandon du régime forfaitaire et son remplacement par un régime fiscal plus équilibré adossé au volume d'activité, ce qui est aujourd'hui le cas pour la contribution professionnelle unique. Cette contribution permet entre autres d'adosser la contribution proportionnellement à un chiffre d'affaires déclaré, tout d'abord parce que vous déclarez déjà un chiffre d'affaires et par rapport à votre profession, on décide d'un montant à payer. Et d'autre côté, il permet de couvrir et d'élargir l'assiette parce qu'aujourd'hui, ce qui est couvert, ce n'est pas uniquement la contribution sur le chiffre d'affaires, mais également la contribution sur les sessions d'immobilisation, sur les plus-values de sessions d'immobilisation.
une partie qui n'était pas couverte auparavant. Donc, c'était une partie qui échappait complètement à l'impôt. Donc, c'est un impôt qui est global, exhaustif et qui permet également de faire adhérer ces professions à la couverture sociale. Alors, maintenant, s'il y a un élément de débat, à mon avis, ce sera un élément lié à ces coefficients, à ce mode de calcul, à cette, bien sûr, contribution sociale. Je pense que c'est l'élément le plus important. Maintenant, la concertation a été faite, bien sûr, dans le cadre des amendements et des discussions de la loi de finances sur le principe de cet impôt. Maintenant, la concertation, selon certains, était limitée, mais d'autres refusent le principe de l'impôt et souhaiteraient rester comme c'était auparavant, chose qui est totalement inadmissible en présence d'une loi qui a été votée. Exact. Je pense que ce qui est vraiment judicieux pour cette catégorie, c'est de réformer la loi, proposer des amendements, revenir à la charge par rapport au mode de calcul, par rapport à la pression éventuellement fiscale que représente cette contribution, mais la rejeter d'emblée et se considérer non concerné par cette contribution, je pense que c'est un peu trop dit. D'autant plus que c'est une contribution qui permet d'établir la couverture sociale et de faire adhérer et d'intégrer une partie non négligeable de la population active dans un processus et dans un projet, dans un chantier national qui est la couverture médicale. Et la généralisation de cette couverture sociale. Merci beaucoup, Mehdi Fakher, fiscaliste et commissaire aux comptes. Merci d'avoir répondu à nos questions. Passons à présent à la seconde partie de questions éco. Mauvaise gestion de l'eau, la dégradation des terres et le changement climatique. Les oasis sont plus que jamais menacées. Les populations des zones concernées lancent des SOS afin de préserver ce patrimoine millénaire, source de revenus économiques divers et ADN de l'identité marocaine même. Parmi ces voix, celle de Rachid Boufous, urbaniste et acteur associatif. Bonsoir Rachid Boufous, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir et merci pour votre invitation. Alors, peut-être si on revenait avec vous en chiffres sur ce que représentent les oasis au Maroc, et pour bien sûr l'économie, mais pas que les dates finalement. Elles occupent à peu près 115 000 km² où vivent à peu près 1,7 million d'habitants, répartis sur à peu près 4 000 qsor et qasba, à raison d'à peu près 200 à 300 habitants par qsor et qasba. Rien que le Tafilalt seul, il compte à peu près 360 qsor. Malgré cette grande superficie, la surface utile agricole ne dépasse pas 2%. C'est surtout, on y pratique une culture vivrière à base de dattes, donc de culture de palmiers dattiers, de luzerne, de fèves, de noix, d'amandes, de céréales. C'est vraiment une culture de subsistance. Et pour vous montrer l'importance de ces oasis dans la culture et surtout dans l'histoire du Maroc, il faut savoir que sur les 7 dynasties qui ont régné au Maroc depuis 1200 ans, 4 dynasties sont originaires de ces oasis, notamment du sud et de l'est du pays, notamment les Almoravides, les Mérinides, les Saadiens et les Alaouites, pour vous montrer l'importance que revêt ces oasis dans l'histoire globale du Maroc. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la principale culture de ces oasis, c'est le palmier dattier. Le Maroc possède à peu près 4,6 millions de pieds de palmiers dattiers qui occupent à peu près 48 000 hectares. Le Tafilalt seul occupe à peu près 50% de cette superficie avec 20 000 hectares de palmiers dattiers. Mais cette culture ainsi que les autres cultures vivrières connaissent depuis 1950 une longue détérioration parce que nous avions par exemple sur la palmeraie de Tafilat, nous avions jusqu'à 1 million de palmiers en 1950 et en 1985 il y a eu un nouveau comptage qui faisait baisser ce chiffre à 560 000 palmiers. Ceci est dû à de multiples sécheresses, à la prolifération d'une maladie due à qu'on appelle le bayod, qui s'attaque justement aux palmiers dattiers faute d'un apport suffisant en eau. Ce qui a résulté de tout ça, c'est un exode massif des populations de ces oasis. Depuis 1970, on a pu chiffrer cet exode à peu près 50% de la population totale
est partie soit à l'intérieur des grandes villes marocaines, soit à l'étranger. Et ceci dû justement à cette multiplication de la sécheresse et puis à la raréfaction des précipitations. La région ne compte pas entre 80 à 120 millimètres de précipitations par an, ce qui est insuffisant. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la population restante, elle survit beaucoup plus qu'elle ne vit correctement. Se situe à peu près 40% de la population vit aujourd'hui grâce aux mandats postaux qui sont envoyés par la diaspora à l'intérieur du pays ou à l'extérieur à travers les Marocains résidant à l'étranger. Donc c'est un univers qui devient de plus en plus fragile, précaire et que nous devons absolument préserver à travers de nouveaux outils. Et voilà, donc Puisque vous parlez de nouveaux outils, parlons peut-être des anciens aussi. Il y a eu une stratégie d'aménagement et de développement depuis quelques années, il me semble depuis une quinzaine d'années, en 2003. Quel est le bilan de cette stratégie? Donc selon vous, c'est une stratégie à revoir ou peut-être à repenser en tenant compte aussi de nouveaux éléments dans cette gestion finalement des oasis? Ce qu'il faut savoir, c'est que cette stratégie est venue à point nommé parce que la sonnette d'alarme a été tirée effectivement il y a une vingtaine d'années, au début des années 2000, notamment par les autorités gouvernementales elles-mêmes qui ont diligenté un certain nombre d'études en matière d'aménagement du territoire sur les outils à mettre en place pour la préservation des Qsor et Qasba. On a fait une grande politique de réhabilitation des Qsor de Qasba, notamment dans un partenariat entre le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et certains organismes internationaux, notamment le programme des Nations Unies pour le développement. Ça s'appelle le Programme national de développement durable d'Qsor et Qasba, qui a duré à peu près 5 ans avec une enveloppe de 13 millions de dollars. C'est vrai que c'était une petite enveloppe, mais c'est qu'elle a permis quand même la réhabilitation d'une trentaine de Qsor et Qasba. Et il y a eu aussi une aide au développement agricole à travers le plan Maroc Vert qui a permis justement d'ouvrir ces zones à l'investissement sur le palmier dattier et sur d'autres cultures, ce qui a ramené un certain nombre de grands investisseurs dans la région. Donc l'État joue son rôle. Les moyens ne sont peut-être pas suffisants ou ne sont peut-être pas bien encadrés, bien ciblés, mais c'est l'objectif à avoir dans les prochaines années pour pouvoir préserver justement ces oasis et ces lieux de vie importants pour nous. On ne peut pas parler de ces lieux de vie sans parler de la gestion de l'eau et de ces terres collectives, justement. Que pouvez-vous nous dire là-dessus, Rachid Boufous, et notamment par rapport à ce dilemme de l'eau, parce qu'in fine, au-delà de la dégradation des sols, il s'agit principalement d'une question hydrique. Tout à fait. Pour revenir à cette question des terres collectives, donc la majorité de ces oasis et de ces concentrations humaines se trouvent à l'intérieur de collectivités ethniques. Globalement, les terres collectives au Maroc couvrent à peu près 15 millions d'hectares. Mais sur ces 15 millions d'hectares, 85% de cette superficie, elle sert au parcours du bétail, au parcours pastoraux. Donc, il n'y a à peu près que 15% de cette superficie qui est arable, c'est-à-dire à peu près 2 millions d'hectares. Le gouvernement, ces dernières années, notamment en 2019, a réformé le Daher de 1919 qui, justement, gérait les terres collectives en permettant la possibilité à des investisseurs privés de pouvoir ramener de l'investissement et acquérir des terres collectives à travers tout un processus réglementaire qui est défini dans la loi 1762 du 9 août 2019. Et cette réforme du DER de 1919 a permis justement de drainer l'investissement vers ces régions. Sauf que la problématique de cette réforme, de ces nouveaux investissements qui sont venus, elle pose la problématique quand ces terres cédées se trouvent dans des zones à risque, ce qu'on appelle les zones rouges, notamment dans le Tafilat, où le pompage des eaux est interdit et pose des problèmes d'assèchement des nappes phréatiques aquifères. Vous savez, nous avons une grande nappe qui part à peu près de la région de
de Figuig jusqu'à la région de Ouarzazate sur 900 kilomètres, où c'est une nappe phréatique et quaternaire qui s'est formée depuis à peu près un million d'années. Aujourd'hui sont installés ces grands projets de culture intensive. Dans certaines zones, le problème du pompage ne se pose pas, mais dans beaucoup d'autres zones où ce projet agricole intensif de fermes modernes qui dépassent les 500 hectares et peuvent aller jusqu'à 1000 hectares, 1200 hectares. Et certains projets ont été autorisés en amont des oasis, dans des zones où se trouvent justement ces nappes phréatiques qui sont sur des zones rouges, où il était interdit à l'époque des Français du protectorat de faire tout pompage. Et l'autorisation de ce projet risque d'avoir un effet négatif sur toutes les oasis qui se trouvent en aval de ces fermes, notamment dans la vallée de Gris. Aujourd'hui, un projet qui se trouve à peu près à une vingtaine de kilomètres en amont risque, s'il continue à être opérationnel, il y a à peu près une vingtaine de douars de Qsor et Qasba qui se trouvent dans la vallée de Gris et qui totalisent à peu près 70 000 habitants, risquent de ne plus avoir d'eau dans les 20 prochaines années. Et donc, ce qui va faire que la palmeraie de Gris aujourd'hui, qui fait à peu près 4000 hectares, risque de s'assécher dans les 20 prochaines années. Donc, il faut absolument trouver un équilibre entre cette agriculture qui doit ramener l'investissement, nous sommes pour que l'investissement vienne, nous sommes pour que le programme Maroc Vert puisse être opérationnel dans ces zones, mais encore une fois, il faut définir dans quel cadre ces programmes de culture intensive doivent se faire. Donc, il faut absolument qu'il y ait un encadrement, qu'il y ait une surveillance. Est-ce que, justement, en parlant de surveillance, il n'est pas aujourd'hui d'actualité de créer cet observatoire national des oasis, selon vous, Rachid Boufous, pour terminer? Et quel serait son rôle, finalement? Il est très urgent, justement, de créer cet observatoire afin de surveiller l'impact de ces projets agricoles intensifs sur les oasis, sur les concentrations humaines se trouvant en aval de ces projets. Et il faut instaurer des périmètres de sauvegarde des oasis où toute culture au pompage pourrait représenter des risques par rapport à ces populations et doivent être interdits. Mais encore une fois, il faut continuer la politique des barrages, il faut construire plus en plus de barrages pour qu'on puisse avoir plus de retenue d'eau pour que ces projets qui viennent s'installer puissent avoir l'eau nécessaire en surface et n'aient pas à venir la pomper dans les nappes phréatiques. Donc, et nous demandons notamment sur la région de Gris à ce que le barrage qui était programmé depuis une cinquantaine d'années sur l'ouest de Gris puisse se faire. Il va pouvoir collecter à peu près 80 millions de mètres cubes par an et pourra permettre tout type de culture à la préservation de notre oasis. Et juste pour vous dire que 40% du tourisme mondial s'intéresse au patrimoine et est tourné vers le tourisme culturel et humain. Nous devons absolument encourager le tourisme dans les oasis et Kasbah parce que les touristes, quand ils viennent au Maroc, ils viennent voir justement ces concentrations humaines qui datent d'il y a 2000 ans, 1200 ans. Ils veulent voir ces oasis, ils veulent voir encore cette population, ils veulent vivre avec elle. Donc on doit absolument, au-delà de la préservation technique, je dirais, des oasis, encourager un développement durable et aussi un tourisme éco-responsable en permettant justement aux populations locales de pouvoir le développer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Rachid Boufous. Merci. Je rappelle que vous êtes urbaniste, architecte et acteur associatif. Merci d'avoir répondu aux questions de Média et Média TV. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée à toutes et à tous.